PDF. Ah bon. Bonjour à tous. Donc c'est moi qui ai la lourde tâche du postprandial. Je suis Jérémy Gouzour, je suis médecin urgentiste et généraliste, installé dans le Grand Est, à Troyes, dans l'Aube. Et on m'a demandé de parler de téléconsultation parce que je suis le cofondateur d'une organisation territoriale de télémédecine, avec une question qui évidemment n'apporte pas une réponse tranchée, sans spoiler la présentation. Mais est-ce que la téléconsultation fait partie des effecteurs possibles à mobiliser pour éviter les recours abusifs ou non adaptés plutôt aux urgences? Alors, j'ai choisi de faire la présentation sous un format qui mobilisait les données qui nous sont rendues accessibles, avec une première partie qui est la tentation de répondre non, un peu sous la forme d'une controverse, mais finalement avec quelques données ou quelques expériences. Je vous parlerai de celles qu'on a mis en place dans le Grand Est, qui offrent ou ouvrent l'esprit à la possibilité de pouvoir dire oui. Ah, pas du tout. Non. Alors, attends. Ah, si, ça y est. C'est dans l'autre sens. Alors, dans les premiers arguments qui nous font dire que finalement la téléconsultation n'est certainement pas une alternative majeure aux consultations aux urgences, c'est qu'on ne partage pas la même cible. Elle ne s'adresse pas, selon les études, aux mêmes patients qui consultent aux urgences et ceux qui bénéficient de la téléconsultation. Même si, pour les deux cas, les patients sont plutôt les sujets jeunes, qui représentent quand même une grosse part des passages aux urgences. Ah, du coup, moi, j'ai les petits ronds ils sont là, mais ils ne sont pas bien en face des chiffres. C'est pas bien grave. Mais finalement, si on ramène les chiffres de la population 18-45 ans, voire 18-50 ans qui consultent aux urgences, et qu'on le pondère avec les chiffres des CCMU1 qui sont très faibles pour eux, mais plutôt des CCMU2 et des recours traumatologiques, on se rend compte que cette tranche de population qui consulte aux urgences est plutôt une population traumatologique. Et la traumatologie en consultation n'est pas forcément la meilleure indication de téléconsultation. J'ai remis en bas deux petits indicateurs aussi sur les études qui avaient été publiées sur la téléconsultation. On en reparlera après, même si sur cette slide, ça n'a pas forcément d'intérêt. On remarque que les patients qui téléconsultent sont jeunes, ils sont urbains et proches des médecins, physiques. D'accord ? On en reparlera après. Le deuxième point qui nous fait dire que la téléconsultation n'est peut-être pas non plus un recours, c'est que c'est une pratique qui est quand même trop peu utilisée aujourd'hui. Alors j'ai pris les chiffres récents qui sont disponibles sur qui sont mis en ligne par notre grade. Si on regarde la proportion de téléconsultation dans l'activité de médecine générale aujourd'hui, elle est très faible et alors elle est quasiment négligeable sur les périodes de PDSA. Donc elle n'est pas usitée. Et les chiffres tendent en plus à diminuer. On pensait que ça s'était vraiment installé dans les pratiques post-Covid, mais finalement, ça continue de diminuer pour revenir à des pratiques cliniques plus historiques, donc en présentiel. Le troisième point, c'est que c'est une pratique qui est décriée aujourd'hui. Alors, ça, c'est intéressant de le noter, c'est que la téléconsultation, c'était la baguette magique pendant le premier confinement. Il fallait en faire, que tout le monde en fasse, et ça allait tous nous sauver. Médecins dans leur activité, patients dans leur maladie, mais il fallait en faire, et c'était la solution miracle qu'il fallait mettre en place. Et puis finalement, au fur et à mesure qu'on a lâché le cadre réglementaire pour mettre en place cette téléconsultation offerte à tous, aujourd'hui, elle est accusée de tous les maux. Alors, les arrêts de travail, on montre que les téléconsultations sont beaucoup plus... La pratique de la téléconsultation est pourvoyeur d'arrêt de travail. L'antibiothérapie, on prescrit plus d'antibiotiques en téléconsultation. On va revoir ces chiffres dans le détail après. Plus d'antibiotiques en téléconsultation. Et puis un chiffre qui, pour moi, est très intéressant, c'est qu'après une téléconsultation, on reconsulte plus précocement. C'est-à-dire qu'après, il y a une consultation physique. Si on analyse les taux de reconsultation, pas forcément aux urgences, mais en médecine, qu'elle soit médecine générale ou médecine d'autres spécialités, et finalement, il y a des taux de reconsultation qui sont
bien plus haut quand c'est une téléconsultation qui ouvre le bal. D'accord ? Et ça nous fait dire que potentiellement, c'est pas analysé dans le détail, mais il peut y avoir quand même plein d'actes de téléconsultation qui ne sont pas des actes justifiés, qui sont un peu des actes qui n'étaient pas pertinents au moment où ils sont faits. Alors cette slide-là, elle est intéressante. Dans les arguments pour dire que la téléconsultation n'est pas une alternative, c'est que le cadre réglementaire qui régit la pratique, il est extrêmement complexe, il est méconnu, jusqu'à être méconnu des tutelles parfois, donc peu respecté, et en plus, il est en mouvement perpétuel. La télémédecine est rentrée dans le droit commun et dans le cadre réglementaire, dans le Code de la sécurité sociale et porté par l'assurance maladie en septembre 2018, et on en est déjà au 4e avenant qui va le modifier. Donc allez vous y retrouver là-dedans. On va pas détailler évidemment cette slide parce qu'on en a jusqu'à ce soir, mais finalement, le cadre, il fait intervenir des concepts de plafond d'activité pour les médecins, pas plus de 20%. Il fait intervenir les concepts d'alternance avec des consultations physiques qui sont rendues obligatoires. Il fait intervenir le statut du patient. Est-ce que c'est un patient qui a un médecin traitant ou est-ce qu'il n'en a pas ? S'il n'en a pas ou que son médecin traitant n'est pas disponible, quel est le médecin qui a le droit de téléconsulter ? Ce n'est pas n'importe qui. Il faut qu'il appartienne à une organisation territoriale de télémédecine. C'est un label OTT. Alors après, pour obtenir ce label, il y a encore plein de textes. Et puis, alors c'est un petit peu plus simple. Tous les patients ont le droit d'être téléconsultés finalement par n'importe quel médecin s'il a été régulé par le SAS. Donc ça s'assouplit un petit peu de ce côté-là. Et puis après, tous les patients ne sont pas identiques. Il faut savoir que si ça s'adresse à des patients qui sont résidents des établissements médico-sociaux ou les détenus des prisons, il y a un autre cadre qui peut s'appliquer. Bref, ça devient incompréhensible pour tout le monde et puis personne s'y retrouve et ce n'est pas facteur de favorisant à s'engager dans la pratique. Mais finalement, toutes ces études, elles sont extrêmement étroites. D'ailleurs, je pense qu'ici dans la salle, j'ai dû prononcer déjà au moins 20 fois le mot téléconsultation. Tout le monde a vu de l'autre côté un patient avec un smartphone ou une tablette et un médecin dans son cabinet. Okay ? Mais ça, c'est qu'une branche de la pratique de la téléconsultation, c'est la visio simple. La téléconsultation telle qu'elle est décrite par la HAS, elle appartient à un groupe clinique de la télémédecine, qui elle-même appartient à un ensemble beaucoup plus large de la e-santé. Et la téléconsultation, elle a plusieurs branches. Alors oui, on pense tout de suite à la visio simple, et d'ailleurs, c'est là où est le biais. C'est qu'il n'y a que la visio simple qui est étudiée. Finalement, les études vont s'intéresser qu'à la simple visioconférence entre un médecin synchrone, entre un médecin et son patient, ou entre un médecin et un patient qu'il ne connaît pas. Alors qu'il y a d'autres branches. Il y a la téléconsultation dite assistée. La téléconsultation assistée, c'est quand le patient bénéficie de l'accompagnement un petit peu avant, pendant et un petit peu après la téléconsultation d'un professionnel de santé, surtout les infirmiers. Et là, tout de suite, on imagine bien qu'on upgrade la pratique, que c'est pas pareil de voir un patient en visio simple que de voir un patient en visio simple quand il est accompagné, quand on a sa tension, son pouls, sa saturation et quelques éléments d'un professionnel qui le connaît. Et puis, la téléconsultation qui est assistée et qui, en plus, est augmentée ou dit instrumentée. Donc, aujourd'hui, la téléconsultation, la visio simple, elle peut venir s'upgrader de dispositifs médicaux connectés. On peut ausculter très bien à distance un patient. On peut voir un fond de gorge, on peut voir les tympans, on peut voir une plaie. On peut pas palper, mais on peut faire de la téléconsultation premium et une grande partie de l'examen clinique à distance. Et ça marche très très bien. Donc finalement, un des biais aujourd'hui, c'est que les études ne vont s'intéresser qu'à la visio simple, ou mettre tout pêle-mêle dans le même panier, donc on n'arrivera pas à différencier les choses. Et puis les études ne vont pas non plus, sauf celles qui avaient été réalisées en Ile-de-France sur un énorme panel, et puis celles qui commencent à sortir maintenant, ne vont pas forcément s'intéresser à qui réalise la téléconsultation. Est-ce que c'est le médecin traitant versus un patient médecin téléconsultant qui ne connaît pas le patient? Est-ce que ce sont des téléconsultations portées par des plateformes nationales, on s'arrêtera 2 secondes sur le concept, versus des organisations territoriales avec des médecins qui connaissent l'environnement sanitaire dans lequel évolue le patient? On n'a pas ces données. Et si les études ont
marqueur fort sur celles qui sortent, c'est que finalement, on fait le triste constat que la télémédecine, la téléconsultation en tout cas, elle va laisser de côté les patients âgés, polypathologiques et qui n'ont pas de médecin traitant. Donc finalement, ce que moi j'appelle les patients les plus complexes aux urgences, parce que ce sont eux qui vont venir passer des longues heures sur nos brancards. Si on compare, je m'arrête 2 secondes sur les plateformes nationales. Au moment du Covid, le cadre réglementaire a complètement été libéré en disant on passe sous un mode complètement dérogé et que chacun fasse un peu ce qu'il veut ou ce qu'il peut avec la téléconsultation pour en proposer le plus possible à tout le monde. Donc ça a été évidemment la porte ouverte aux industriels fournisseurs d'applications ou de dispositifs de télémédecine qui y ont vu un effet d'opportunité assez important et ont créé des pôles, des clouds de médecins un peu éparpillés partout en France et ont agrégé des disponibilités médicales pour les offrir aux patients en mettant en lien un patient avec un médecin qui ne connaissait pas et qui ne maîtrisait absolument pas son environnement sanitaire. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à ces plateformes qui ont perduré dans le temps, même si le cadre aujourd'hui avec l'agrément qui est proposé va se resserrer. Et si on compare les données d'une téléconsultation faite par un médecin qui ne connaît pas le patient, qui est certainement à l'autre bout de la France, et par rapport au médecin traitant du patient qui le connaît bien, on va voir que quand c'est le médecin traitant, déjà l'âge moyen augmente un petit peu sur la téléconsultation. Le médecin traitant, lui, s'autorise à voir ses patients qu'il connaît bien, même s'ils sont un petit peu plus vieux. L'antibiothérapie, alors là, c'est flagrant. Il y a une baisse, il y a une baisse de la prescription d'antibiotiques quand c'est le médecin traitant. Inversement, quand c'est le médecin traitant qui fait la téléconsultation, les arrêts de travail sont plus fréquents. Pourquoi ? Très certainement, quand on interroge les médecins, quand on descend un peu au plus micro, parce qu'ils vont réserver la téléconsultation au renouvellement d'arrêt de travail sur un patient qu'ils ont déjà vu, et c'est plus facile de le faire en téléconsultation, ça mobilise moins de temps. Et puis, il y a quand même moins de reconsultations à J15 quand c'est le médecin traitant qui voit le patient. Alors encore mieux quand il le voit en physique, bien sûr, c'est ce que je disais en introduction, que quand c'est les plateformes. Donc, tous ces modèles qui sont analysés et tous ceux qu'on envisage quand on parle de télémédecine ou de téléconsultation, ou quand on voit la visio simple, les applications qui font des publicités à tire-larigot, finalement, n'ont pas un impact suffisamment important dans les études, en tout cas, qui sont rendues disponibles sur l'accès aux soins, pour pouvoir dire que c'est un des recours satisfaisants à la consultation aux urgences. Alors, si, comme moi, on croit beaucoup en la pratique et qu'on a envie de dire oui et de répondre oui à la question, la possibilité de dire oui, elle va passer par une analyse de se dire qu'il faudrait qu'on ait un réel impact sur les passages aux urgences. Si la téléconsultation, elle va bénéficier aux patients complexes. Alors, je sais qu'il y a un item un peu patient complexe après, donc je ne parle pas de la même chose, mais aux patients âgés, polypathologiques, et qu'elle va toucher tout le monde. Et la téléconsultation, pour cela, elle doit aller toucher les patients âgés et ou non technophiles. Il ne doit pas y avoir d'exclusion numérique à cet accès aux soins. La téléconsultation, elle doit arriver dans les territoires ruraux. Je vous l'ai mis dans la première diapo, on voit que c'est les urbains qui téléconsultent, et c'est là aussi où il y a le plus de médecins physiques. Elle doit aller toucher les patients non mobilisables de leur domicile. On doit faire le dernier kilomètre en téléconsultation. Et puis, elle doit prendre en charge, j'ai envie de dire, pas que les soins non programmés. Parce que le renoncement aux soins et une rupture de suivi, on le sait tous dans cette salle, à un moment ou un autre, ça finit aux urgences. Donc, il faut que la téléconsultation, elle serve aussi à diminuer le renoncement aux soins, elle serve aussi à suivre les patients dans leur pathologie chronique, et elle serve à accompagner les patients à retrouver un médecin traitant physique pour ceux qui n'en ont pas. Et puis, elle doit aller toucher les résidents des établissements médico-sociaux. Aujourd'hui, ce qui est un peu triste, c'est que, faites l'expérience, vous rentrez dans n'importe quel EHPAD, vous trouvez un dispositif de télémédecine qui a été financé 3 ou 4 fois depuis un moment, et qui n'a jamais servi, ou très peu, parce que on a financé le matériel, croyant certainement qu'il y avait le médecin dans l'écran qui allait apparaître comme par magie, et non, il n'était pas là. Donc c'est malheureux, mais c'est des populations qui
qui sont en plus accompagnés dans des résidences qui sont médicalisées et qui sont très susceptibles de bénéficier de téléconsultation. Et puis, elle doit aller toucher les populations, moi ce que j'appelle les populations particulières, ce sont celles qui sont éloignées du médecin traitant, donc les étudiants dans les villes universitaires qui sont consommateurs aux urgences, et puis les demandeurs d'asile dans les CADA qui, par principe, ne trouveront jamais un médecin traitant. Alors, si on reprend notre petit logigramme des pratiques de la téléconsultation et qu'on parle de téléconsultation assistée et de téléconsultation assistée augmentée, on voit tout de suite que si la téléconsultation est assistée, on va aller toucher les patients âgés et les patients non technophiles. Parce qu'ils sont accompagnés. Donc, de principe, ils n'ont pas à se soucier de la prise en main de l'outil. C'est l'assistant de télémédecine, ce professionnel de santé, cet infirmier ou cette infirmière, qui va les accompagner à allumer l'outil et à l'utiliser. On va aller toucher les territoires ruraux et les patients non mobilisables du domicile, parce qu'encore une fois, on va les accompagner. Et puis, on va aller toucher, c'est ce que je disais, les résidents des établissements médico-sociaux et des populations particulières. Alors, il y a peu d'études. Et la puissance statistique de ces études qui sont publiées par la Suède et le Brésil, ne me demandez pas pourquoi ces pays sont plus en avance que nous sur les études de la télémédecine, la puissance statistique, on est encore un petit peu loin du Lancet quand on les regarde, mais une téléconsultation assistée avec un professionnel de santé qui connaît le patient et augmentée avec des dispositifs simples d'examen clinique à distance, même si elle est faite par un médecin qui ne connaît pas le patient, permet d'inclure 80% des présentations cliniques de médecine générale dans un acte abouti. Ce n'est pas juste moi je ne sais pas ce que vous allez aller aux urgences. Quand on dit acte abouti, c'est la même performance que l'acte au cabinet médical. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Si à la campagne, et c'est très facile à faire, on déploie un réseau de relais physiques à l'épicentre du village, on voit au plus près du message, un réseau de relais dans lequel on peut avoir la téléconsultation, que ce soit le cabinet infirmier, que ce soit le bureau vide dans la maison médicale de campagne, parce que la maison médicale de campagne a des bureaux vides, que ce soit la pharmacie rurale isolée. Si on déploie ces relais où il y a de la téléconsultation, on va directement en milieu rural. Et si on s'appuie sur le réseau des infirmières libérales, on fait le dernier kilomètre jusqu'au patient à son domicile, jusqu'au plus fragile pour ne pas les bouger du domicile. Alors là, pour le coup, il reste une dernière contrainte, c'est la couverture réseau, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de réseau à domicile, mais globalement, ça va quand même beaucoup mieux en France que ce que ça n'a été, et ça s'accélère. Donc, la téléconsultation assistée et assistée augmentée au sein d'un réseau de relais de téléconsultation, ça permet de toucher le plus grand nombre. Je vous ai mis, ça c'est ce qu'on a créé dans le Grand Est. On a déjà un réseau de plus de 120 relais qui sont disposés comme ça dans l'ensemble des départements du Grand Est, sauf l'Alsace, mais l'Alsace c'est pas vraiment en France, donc c'est pas très grave, Marc. Et puis se pose la question extrêmement importante de se dire, et les patients sans médecin traitant, et pas que pour les soins non programmés. Et là, on va retourner la question. On a vu qu'avec les professionnels de santé, avec un peu de technologie, on arrivait jusqu'au patient, mais comment on qualifie le médecin ? C'est là où toute la notion de territorialité de la réponse médicale, elle est importante. Finalement, la télémédecine, c'est du soin de proximité à distance, la téléconsultation. Ce n'est pas parce qu'on peut être à distance qu'il faut être à n'importe quelle distance de son patient. Et si ce sont des médecins du territoire pour des patients du territoire, alors on remarque tout de suite que les prises en charge, elles sont abouties, parce qu'on maîtrise les filières, on réoriente les patients, on permet de les revoir quand on a prescrit une biologie. Voilà, c'est pas juste je vous prescris, vous verrez votre médecin traitant. J'ai pas de médecin traitant. On verra bien. Il faut suivre le dossier. Et le modèle, nous, qu'on a proposé dans le Grand Est, c'est qu'on a créé un nouveau modèle de cabinet médical qui est enregistré comme tel à l'ordre des médecins, mais c'est un cabinet qui est ouvert à l'ensemble des médecins du territoire. Ils viennent physiquement au sein de ce cabinet où tout l'univers informatique est préparé pour que l'acte soit facile. Alors, ça ressemble à une régulation du SAMU, mais on fait que ce qu'on connaît bien, finalement, voilà, à force. Et on mobilise les disponibilités médicales résiduelles du territoire. C'est-à-dire que dans les villes d'attraction, il y a toujours par-ci, par-là une demi-journée qui est disponible chez un médecin. Il va venir la passer. Il y a toujours un médecin retraité qui finalement ne veut pas partir à la retraite, et on va le mobiliser là. Il y a toujours un jeune qui se pose la question encore de s'installer malgré le fait qu'il ait 42 ans, donc on va essayer de le mobiliser un petit peu. Et on arrive à agréger les disponibilités médicales du territoire pour les distribuer aux patients du territoire. Alors on peut échanger
longuement sur quelle est la notion du territoire. C'est celui de la CPTS, du GHT, du département ou limitrophe. Finalement, c'est du bassin de population et des filières habituelles. Voilà, nous, on est dans le Grand Est, on a 3 pôles d'attractivité représentés par les 3 CHU et ça marche très bien. Donc, si on met des médecins du territoire pour des patients du territoire, qu'on suit les patients, qu'on tient un dossier médical qui est partagé entre les différents médecins, alors on peut prendre les patients aussi en charge qui n'ont pas de médecin traitant et les accompagner à en retrouver. Et Hervé me fait signe qu'il faut que je me dépêche. Donc, quelques chiffres, parce que j'ai vu que ce matin que vous adoriez ça. Je vous ai remis, par exemple, le volume d'activité sur le cabinet de Troyes, dans l'Aube. Sur les 10 derniers mois, on a vu sur le réseau 26 000 patients, dont 12 000, la moitié qui n'étaient plus de médecins traitants. Voilà, assurer leur suivi. On a fait l'autre moitié, c'était les soins non programmés de médecine générale. 5% des patients, on est allé jusqu'à domicile avec les infirmières libérales. Et puis 5% des patients, c'est des patients qui étaient dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc en conclusion, et j'ai envie de dire oui parce que j'y crois beaucoup, mais je pense que c'est certainement une alternative, mais plus précisément une des alternatives, parce qu'il faut faire feu de tout bois. Si la pratique, elle s'ancre dans le quotidien du médecin traitant et dans le quotidien des médecins, et dans le quotidien du médecin traitant, elle va augmenter le capacitaire de temps médical. Si la téléconsultation, elle atteint toute la population, ça ne peut pas être réservé à la frange technophile jeune et urbaine. Si le cadre réglementaire, soit il s'éclaircit ou au moins il se stabilise et que tout le monde le connaît, et on sait ce qu'on peut faire. Si les territoires s'appuient sur la téléconsultation pour proposer des nouveaux modèles organisationnels, ça ne peut pas être des plateformes nationales qui imposent un fonctionnement. Chaque territoire a ses particularités, il faut que ce soit les médecins du territoire qui s'en emparent. Si ce n'est pas l'outil qui commande, attention, il y a des outils en télémédecine et le temps médical n'est pas le produit d'appel pour vendre une appli ou une borne. C'est l'inverse, l'outil vient se mettre au service d'eux. C'est la définition de l'outil. Et puis, si toutes les spécialités s'en emparent. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous partager. Merci.